Merci. La parole est à Édouard Philippe pour 10 minutes. Madame le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au risque de choquer ou de surprendre, je voudrais indiquer que lors de la dernière campagne présidentielle, le candidat qui a le plus, et peut-être le mieux, parlé de la politique maritime de la France et des enjeux qu'elle peut revêtir pour notre pays, c'est le candidat que le groupe GDR a soutenu. C'est probablement le seul point d'accord que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon. Il est convaincu et il dit que les enjeux maritimes sont décisifs pour notre pays. Et je voudrais remercier le groupe GDR d'avoir inscrit à l'ordre du jour de cette séance le débat sur la politique maritime de la France. La mondialisation de l'économie, c'est avant tout la maritimisation de l'économie. Parler de la politique maritime de la France, c'est parler de la façon dont la France prend sa part dans la mondialisation. Alors avant d'évoquer les sujets relatifs à la politique maritime, je voudrais souligner une difficulté et un paradoxe. La difficulté, c'est l'incroyable diversité des sujets qui sont englobés dans ce domaine de la politique maritime. Le tourisme, la plaisance, la pêche, voilà, député de Fécamp, je souligne la pêche, le commerce, les ports, l'industrie, la souveraineté, les spécificités ultramarines, la formation, la recherche, une très grande diversité et une redoutable complexité technique et juridique. Le paradoxe, qui est peut-être expliqué par cette complexité, mais qui a sans doute d'autres raisons, c'est la contradiction, d'une certaine façon, entre les enjeux essentiels pour notre pays et le relatif désintérêt de la France et des Français pour son domaine maritime, constaté depuis bien des années. Des intellectuels plus brillants que moi, des responsables politiques plus importants que moi l'ont déjà souligné, Fernand Braudel, Nicolas Sarkozy, dans un discours fondateur sur la politique maritime de la France prononcé en 2009 au Havre. Alors, je ne voudrais pas essayer de traiter tous les sujets, je n'en ai ni le temps ni la compétence, mais je voudrais évoquer deux domaines qui me semblent importants sur les sujets de la politique maritime de la France. Le premier, c'est évidemment la politique portuaire de notre pays. Les ports n'ont jamais eu très bonne presse en France. Ce sont des lieux d'échange, de brassage, de négoce, de spéculation, de trafic. Ce sont des lieux où l'insécurité a toujours été plutôt supérieure à la moyenne. Ce sont les lieux où un travail physique souvent rude et rarement mis en valeur dans l'imaginaire français prévaut. Ce sont des lieux de lutte sociale très intense. Et pourtant, les ports sont essentiels, parce que la mondialisation exige des places portuaires efficaces, capables d'accueillir des navires de plus en plus gros, des flux de plus en plus massifs, toujours plus vite et toujours plus sûrement. Des places portuaires efficaces, c'est utile pour approvisionner le pays, pour exporter notre production, pour capter les flux et pour développer les capacités de production. Et je voudrais en donner deux exemples. Premier exemple, l'exemple d'investissement. La grande entreprise française Total a concentré ses investissements les plus massifs en Europe sur deux sites dans ces dernières années. Le Havre, 1 milliard d'euros d'investissement. Anvers, 1 milliard d'euros d'investissement. Pourquoi ? Parce que ces places sont des sites de production installés sur des sites portuaires. Et à l'époque où nous nous interrogeons sur la fin de l'industrie du raffinage ou de la production pétrolière, il faut s'interroger sur le sens que peuvent avoir ces investissements massifs dans des places portuaires. Le deuxième exemple que je voudrais citer, il est passé très largement inaperçu au moment du débat sur la fermeture du site de Florange. Mais au moment de la fermeture du site de Florange, Mittal a indiqué qu'au fond, dans sa stratégie, il fallait investir sur des sites qui étaient situés sur les flux. Et dans l'esprit de Mittal, ou en tout cas dans ce que j'ai compris de l'esprit de Mittal, il y avait au fond une condamnation du site fondée autant sur des considérations économiques que sur des considérations géographiques. L'investissement productif se concentre aujourd'hui dans une économie mondialisée, là où les flux passent, proches des lieux d'échange maritime et portuaire. La question de la compétitivité des places portuaires est donc une question absolument essentielle pour la compétitivité de notre industrie et de notre pays. Cette compétitivité des places portuaires françaises, elle s'accroît. Elle s'accroît peut-être pas assez rapidement. Elle s'accroît à des rythmes différents en fonction des grandes places portuaires. Probablement plus vite au Havre qu'à Marseille, probablement plus vite à Dunkerque qu'à Bordeaux, mais elle s'accroît. Elle s'accroît pour trois raisons. La première, c'est que de bonnes réformes sont intervenues, sans remonter à la réforme de 91, portée par un ministre qui a fait depuis une belle carrière,
La réforme de 2008, la réforme portuaire, très critiquée au moment de son adoption, mais ces réformes produisent de bons résultats. Des décisions, le regroupement stratégique des places portuaires du Havre, de Rouen et de Paris au sein d'AROPA, GIE, qui permet d'avancer dans une intégration toujours plus intense de ces 3 places complémentaires. La deuxième raison pour laquelle notre compétitivité portuaire s'accroît, c'est l'importance des investissements qui ont été consentis, et il faut là aussi les saluer dans une politique de continuité nationale tout à fait admirable. Les investissements sur Port 2000, décidés en 1995, les investissements sur les terminaux d'échange multimodal, qui là aussi permettent d'espérer de gagner des parts de marché. Enfin, la troisième raison, peut-être la plus importante, c'est le changement d'esprit qui prévaut sur un certain nombre de grandes places portuaires. Je prends l'exemple du Havre, peut-être parce que je le connais mieux, sans doute parce qu'il est plus cher à mon cœur. Je constate une mobilisation tout à fait exceptionnelle de l'ensemble des acteurs portuaires, les dockers, qui intègrent un discours de productivité, un discours de compétitivité, et qui souhaitent défendre leur outil de production et faire valoir leurs atouts. Les opérateurs privés qui investissent et qui mobilisent des énergies, les opérateurs publics, la douane par exemple, et les grands établissements publics. Ces éléments expliquent les progrès considérables que nous faisons en termes de trafic portuaire. Et j'en cite quelques éléments. Sur le port du Havre, nous observerons cette année une progression du trafic portuaire, une progression sensible, de l'ordre de 5 à 10% s'agissant des containers, là où les grands ports d'Europe du Nord, concurrents de celui du Havre, observent une stagnation, voire une régression de leur trafic portuaire. Cela veut dire que nous prenons des parts de marché, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Cette compétitivité qui s'accroît n'est pas encore suffisante. Nous rattrapons un retard. En 1990, un chiffre intéressant ou inquiétant, le port du Havre faisait 1 million de conteneurs, le port d'Anvers faisait 1 million de conteneurs. Aujourd'hui, le rapport est de 1 à 3. Nous en faisons 3, ils en font 9. Donc nous sommes en train de rattraper un retard et nous avons encore du chemin. Cette compétitivité n'est pas encore suffisante parce que le fret ferroviaire est un échec massif en France. Échec d'infrastructure, retard d'investissement, échec des opérateurs qui ne réussissent pas à faire vivre ce domaine essentiel et qui limitent, ce faisant, la compétitivité des places portuaires. La deuxième raison de cet échec, c'est la culture de la lutte que nous privilégions plutôt que la culture du service. Il y a des grèves en France, il y a des grèves à Anvers et à Rotterdam, mais en France, on dit qu'il y a la grève, à Anvers et à Rotterdam, on dit qu'il y a du brouillard. Nous privilégions la culture de la lutte en France, là où les grands ports du Nord privilégient la culture du service. Ça ne veut pas dire que les choses sont plus simples là-bas, ça veut dire que nous estimons qu'il faut dire qu'elles sont plus compliquées ici. La troisième raison, ce sont des choix publics qu'il convient de clarifier en matière de politique fluviale. Faut-il véritablement, je dis ça ici, privilégier les liaisons fluviales, le canal Seine-Nord, avant d'avoir réalisé tous les investissements nécessaires sur les places portuaires françaises? Faut-il véritablement vouloir développer les ports du Nord? J'ai tendance à penser qu'il convient de remettre à l'endroit la politique portuaire qui se fait trop souvent à Anvers. Quatrième raison, des investissements qui sont considérables dans les pays du Nord, considérables. Rotterdam, Anvers investissent des montants considérables. Nous ne sommes pas au niveau. Enfin, peut-être ne sommes-nous pas suffisamment convaincus que les investissements portuaires relèvent d'une logique de politique industrielle. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui relève de notre culture, de notre envie, qu'il faut évidemment développer. Les enjeux immédiats sont évidents. La commission Mobilité 21, quel traitement pour les accès portuaires? Je ne sais pas si Monsieur le ministre pourra nous en dire beaucoup à ce stade, mais c'est évidemment un enjeu considérable. Quel dispositif pour faciliter l'investissement des opérateurs publics et surtout privés dans les ports français? Peut-on imaginer des dispositifs fiscaux favorables pour les investissements étrangers? Faut-il l'imaginer? Comment le favoriser? Et une troisième question relative aux politiques d'aménagement du territoire pour renforcer l'intégration des hinterlands, comme on dit, l'intégration de ces hinterlands vers les ports, le développement, l'aménagement du territoire véritablement organisé autour de ces grandes structures portuaires. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer beaucoup plus rapidement, c'est la question de la formation des marins, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pas de politique maritime sans marins et pas de marins sans formation. Les marins français sont reconnus. Le système de formation à la française a fait ses preuves, mêlant apprentissage théorique et pratique, mêlant expérience à bord et enseignement à terre, mêlant enseignement général et enseignement technique. Aujourd'hui, l'enseignement est dans une situation difficile, délicate. Une école nationale supérieure maritime a été créée récemment, regroupant les quatre écoles de la marine marchande, avec l'objectif de rationaliser et peut-être de développer la formation.
force est de constater qu'aujourd'hui, de très grandes inquiétudes demeurent sur l'avenir de cette école. Pas en matière d'implantation, puisque les 4 sites ont été préservés. Celui du Havre sera amélioré, mais les 4 sites sont préservés, c'est essentiel. Non, ce n'est pas l'implantation qui est en jeu, c'est le projet pédagogique, la stratégie de l'école, qui semble encore hésitante et qui est empêtrée dans des considérations budgétaires. Je crois, je le dis, Monsieur le Ministre, que la spécialisation de cette école et sa tutelle par le ministère des Transports et de l'Équipement, qui a à la fois fondé son expertise, est aussi une limite. Je pense qu'il faut l'ouvrir sur le domaine de l'enseignement supérieur. Je pense que si on veut développer les doubles diplômes, les accords avec les universités étrangères, les accords avec les écoles étrangères, il faut ouvrir cette école et définir une stratégie qui soit plus ambitieuse que celle qui prévaut aujourd'hui. Le sujet est essentiel. Nous ne ferons pas une grande politique maritime sans marins. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les enjeux sont essentiels, je l'ai dit, l'urgence est réelle. Urgence parce que notre flotte commerciale souffre. Tous nos concurrents européens ont multiplié par 2 leur volume de marine marchande. Nous avons augmenté de 10% quand les Allemands, les Danois, les Italiens et les Anglais augmentaient de 100 à 200% le volume de leur flotte. L'urgence est essentielle, l'urgence est réelle parce que les autres ne nous attendent pas, ni Rotterdam, ni Anvers, ni Gênes, ni Tanger. L'urgence est évidente parce que dans la logique de Limassol, vous y étiez, Monsieur le Ministre, l'intégration croissante d'une politique maritime européenne se fait jour et que si nous ne savons pas ce que nous voulons faire, il y a peu de chances que nous puissions peser sur ce que fera l'Europe. La politique maritime exige continuité et union. Elle exige un cap clair, une unité nationale assumée, elle exige de la continuité. Si ce débat peut offrir cette continuité, il faut s'en réjouir. Et en tout cas, c'est dans cet esprit, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mais aussi avec cette exigence que l'UMP accompagnera le gouvernement. Je vous remercie. Merci.